Au moment où la saison culturelle A vient de débuter et que les premières pluies sont tombées, les agriculteurs ont besoin de savoir les engrais qu'ils peuvent utiliser et la quantité nécessaire pour avoir une bonne récolte. Quand un agriculteur applique une quantité insuffisante d'engrais ou dépasse les doses recommandées par les chercheurs, y aurait-il des inconvénients? Comment se manifeste le surdosage et la dose insuffisante sur la plante? Pour toutes ces inquiétudes, nous avons approché un spécialiste en matière de fertilisation du sol et en même temps professeur d'université, le professeur Salvatore Caoneka, pour prodiguer des conseils aux agriculteurs pendant cette saison culturelle A. Il donnera aussi à travers cette émission des précisions sur la quantité des engrais à utiliser. Avant tout, le professeur Salvatore Caoneka nous retrace les avantages d'associer les engrais organiques et minéraux. Permettez-moi de faire un recul, un rappel de ce que j'ai dit dans une émission antérieure sur l'intérêt et les avantages de la fertilisation organo-minérale. Je rappelle que j'ai dit que le sol a une double origine. Elle a une origine organique, elle a aussi une origine minérale. Et ce sont les deux composantes qui font ce que c'est qu'un sol productif, agricole. Parce qu'un sol organique, il manque de certains paramètres, certains éléments. Un sol minéral pur, il manque certains éléments. Mais la combinaison des deux font qu'un sol soit un sol productif, à l'image, effectivement, de la façon dont le sol a été créé par Dieu. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les deux composantes du sol sont synergistiques. Ça veut dire que la composante organique apporte beaucoup d'avantages, notamment en termes d'aération, de circulation de l'eau et de l'air. Elle apporte des éléments que la partie composante organique apporte seule, c'est le carbone, c'est l'hydrogène, c'est le phosphore. Et donc, cette composante a des avantages énormes. La partie minérale apporte des éléments nutritifs qui sont facilement accessible à la plante. Et je répète donc, je l'ai dit, un bon sol doit être organo-minéral. Et par extension, un bon fertilisant doit être organo-minéral. Nous en venons maintenant aux fertilisants qui sont en production localement et en distribution localement. Réellement, quelle est la structure des sols burundais? Le professeur Salvatore Caoneka nous en dit plus. Alors, l'autre chose qu'il faut que je rappelle, c'est que pour que la plante puisse pousser, il faut un certain nombre d'éléments qui ont été dénombrés au nombre de 16, je me répète. Ce sont 13 qui posent problème parce que les trois autres, comme le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, se trouvent dans l'air ou dans l'eau. Et parmi les 13 éléments, les dernières analyses cartographiques produites par l'ISABU, ça c'est la noble institution de recherche ici au Burundi, ont montré qu'au Burundi, il y a pratiquement 8-9 éléments qui sont déficients, qui sont limitants et qu'il faut absolument avoir dans les engrais pour que nos sols produisent. Alors, vous êtes au courant que pendant longtemps, ce sont 3 éléments de ces 16 ou 13, si vous voulez, qui sont utilisés au Burundi. C'est le NPK, qui proviennent du DAP, du KCL et de l'urée. Mais il y a un certain temps, avec l'avènement de FOMI, 2 autres éléments se sont ajoutés et vous avez le calcium et le magnésium. Ça fait 5. On me dit, et je l'ai dit l'autre fois, qu'il y a d'autres éléments qui peuvent se trouver dans la matière organique. Parce que ce qui fait que ces éléments sont déficients, c'est parce que les sols sont acides, fortement acides et à toxicité aluminique. Et alors, je l'ai dit l'autre jour, la première chose qu'il faut faire avant de valoriser, au-delà des engrais que vous apportez, au-delà des doses que vous apportez, il faut corriger d'abord cette situation d'acidité par la dolomie. Selon les affirmations des spécialistes, les sols burundais nécessitent des engrais compte tenu de leur acidité. Alors, peut-on appliquer des engrais comme l'on veut ou bien y aurait des quantités requises? Le respect de ces quantités aurait-il un impact sur la production? Le spécialiste Salvatore Caoneka donne encore des précisions. Maintenant, je reviens un peu à la question que vous m'avez posée de l'intérêt de la dose d'application, qui correspond à l'une des 3 lois qui régissent la fertilisation. Je vais commencer par cette même loi
qui est la loi du minimum, la loi des facteurs limitants, la loi de justice von Liebig qui est en allemand. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si on vous a recommandé une dose X pour le haricot, pour le maïs, et que par hasard, pour une raison ou une autre, vous appliquez la moitié ou le quart de la dose, ne vous attendez pas à avoir une production. Vous aurez un quart de la dose, vous aurez la moitié de la dose. C'est la dose qui limite. Et ça, c'est très courant. Parce que dans les conditions économiques actuelles, un agriculteur peut acheter 25-50 kilos d'engrais sur un champ X et il trouve que ce n'est pas suffisant et il va épandre, éparpiller. N'est-ce pas? Au lieu que ce soit pour 20 mètres sur 20 mètres tel que calculé, il va mettre sur 50 sur 50. Il n'aura rien. Il n'aura rien. Pourquoi? Parce que ces différents éléments dont nous avons parlé, ils fonctionnent suivant les différents stades de croissance de la plante. La graine n'a pas besoin, vous le savez, d'éléments nutritifs extérieurs parce qu'elle est autonome pendant un temps, pendant la germination. Mais pour permettre à la graine de former des feuilles, il faut certaines quantités. Si vous n'appliquez que ces quantités-là qui correspondent à la formation des feuilles, vous n'aurez rien, n'est-ce pas? Si par hasard vous ajoutez un peu une certaine quantité, vous allez permettre à la plante de former des fleurs. Si vous n'ajoutez pas les quantités nécessaires à la formation des gousses et des graines, vous n'aurez rien. Donc à chaque étape, il y a des besoins. Il faut que ces différentes doses d'application correspondent à ce que le cycle de la plante soit complet jusqu'à l'obtention. N'est-ce pas? En Kirundi, on peut associer ça à un proverbe qu'on utilise pour la vache. On dit que inka ikamwa ico wayihaye. N'igiterwa yimbuka ico wayihaye. Ukayihenda ivyunyunyu iguhenda umwimbu. Voilà un peu la loi du minimum, qui a une application au-delà de l'agriculture. Prenez par exemple la production d'électricité avec les barrages. Si vous avez un barrage à moitié rempli, vous aurez un minimum, tout au plus la moitié de l'électricité. Voilà la notion de loi du minimum qui est en rapport avec la dose d'application. Il faut respecter strictement la dose d'application. Si vous la diminuez, vous aurez la production diminuée. Et ici, j'interpelle certainement les services techniques de s'assurer que les doses recommandées par les différents services techniques sur base, je suppose, des propositions de l'ISABO soient appliquées pendant cette période culturelle. Autrement, si vous faites moitié, comme je l'ai dit, vous aurez moitié rendement. Alors, la deuxième loi, si vous voulez, c'est la loi de restitution, je le dis à une fin probablement informative. C'est une loi qu'on appelle la loi de la restitution, qui dit que tous les résidus, tous ces éléments qui sont pris au sol doivent être retournés au sol pour maintenir le niveau de la fertilité de ce sol. C'est une loi qui est rarement respectée, probablement dans les écosystèmes forestiers non perturbés, mais sinon avec la pression démographique, vous comprendrez que ce n'est pas possible. Et donc, à la limite, on peut dire que la faible productivité de nos sols est probablement liée au fait que les résidus, nous les utilisons, nous les orientons autrement. Les feuilles de bananier dans la caféière pour pailler, les feuilles de blé pour la toiture des maisons. Ça, c'est une loi très fondamentale également. On appelle la loi de la restitution. En Kirundi, on appelle ça Subiza Yunguye. Les deux lois fonctionnent pratiquement en complémentarité. Qu'est-ce que je dis? Je dis que si vous respectez la loi de la restitution, Subiza Yunguye, et que ces résidus sont recyclés, parce que c'est la loi du recyclage, ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'éléments nutritifs externes. N'est-ce pas? Autrement dit, je dis, la dose va diminuer. La troisième loi maintenant, qui est une loi économique très récente, attribuée à un chercheur allemand qui s'appelle Mitscherlich, de la période d'Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale, on appelle la loi des accroissements ou excédents de rendement moins que proportionnels. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vous savez, la production agricole vise deux maximums suivant certaines écoles. Il y a ce qu'on appelle un maximum économique, un maximum technique, c'est-à-dire la plus grande production possible, au-delà de la considération des engrais ou d'autres intrants que vous faites. Donc, elle n'est pas économique, cette approche, cette école. De l'autre côté, il y a une approche plutôt économique qui dit non, j'optimise, je mets les intrants, les engrais qui me permettent d'avoir un bénéfice maximum. Vous comprenez? Deux écoles différentes. Une école optimaliste et une école maximaliste et productiviste. Je dois vous dire que cette école productiviste et maximaliste, elle est dans une situation où vous avez 100% de subvention. Ça, s'il y a des États qui subventionnent complètement l'agriculture,
la Chine et tout ce que vous voulez. Je vous parle d'un cas ici qui nous a été apporté pour analyse, n'est-ce pas? C'est le cas de la riziculture dans la plaine de Limbo, où il y a des chercheurs étrangers, si vous voulez, qui recommandent qu'on utilise 1000 kilos, une tonne d'engrais sur la riziculture, et vous produisez effectivement 12 tonnes, 12 000 kilos, n'est-ce pas? Mais faisons un calcul plus ou moins économique. Ça veut dire que si vous appliquez une tonne et que vous recevez 12 tonnes, ça veut dire qu'une tonne vous a donné, 1 kilo vous a donné 12 kilos. C'est ce que vous avez gagné. Mais de l'autre côté, il y a des recommandations beaucoup plus économiques et réalistes, si vous voulez, dans le contexte burundais, où la subvention ne peut pas être totale, qui vous disent, Elisabeth vous dit, 350 kilos d'engrais appliqués sur la riziculture vous donne 7 tonnes, 7000 kilos. Faites le même calcul, ça veut dire 1 kilo, avec cette formulation Elisabeth, vous avez 1 kilo qui vous donne 20 kilos. Y aurait-il vraiment des signes révélateurs qui montrent que les fertilisants ont été insuffisants ou excédentaires? Salvatore Kaoneka nous donne ici des exemples observables. La surfertilisation affecte l'environnement, détruit l'environnement, pollue l'environnement, n'est-ce pas? Même la vie dans le sol, et même peut aboutir à une certaine limitation chimique qui est la salinité. On va vous dire que la source de la salinité, entre autres, c'est l'utilisation exagérée des engrais, n'est-ce pas? Sans parler de pollution environnementale. Il faut que ce soit respecté, les services techniques agricoles doivent veiller à ce que l'agriculteur applique la dose qui est recommandée. Parce que la tendance est celle-ci. S'il n'a pas suffisamment d'argent, il va acheter une certaine quantité qu'il va utiliser sur tout son champ, alors que cette quantité achetée est plutôt normalement réservée à une petite parcelle. Donc s'il y a une certaine dilution, et vous n'aurez pas d'effet. Vous n'aurez pas d'effet, n'est-ce pas? Parce que même vous pouvez peut-être booster la croissance de la plante, mais vous n'arrivez pas à la floraison, vous n'arrivez pas à la maturation, vous n'arrivez pas à la production. On peut poser la question, nous mettons en avant maintenant le facteur dose d'application pour la production agricole. Mais ce seul facteur n'est pas déterminant, parce qu'il faut que les autres conditions soient respectées. Je l'ai dit probablement au début, il faut que la préparation du terrain soit correcte, l'entretien du terrain soit correct, la gestion de l'eau soit correcte, la gestion des maladies et ravageurs soit correcte, n'est-ce pas? C'est ça que je voulais un peu partager sur cet aspect-là. Merci. En conclusion, vous avez entendu dans cette émission que pendant cette saison culturelle A, l'entretien des champs, la lutte contre les maladies qui attaquent les cultures, les semences sélectionnées et le respect des quantités d'engrais sont les conditions préalables pour avoir une bonne récolte. Disons sincèrement merci à notre spécialiste Salvatore Kaoneka pour nous avoir accordé son temps. Merci et à la prochaine.